Bonjour, bienvenue à la présentation Meilleures pratiques d'affaires avec Power Query. Mon nom est Sophie Marchand et je suis détentrice d'une maîtrise en finance, d'un titre comptable CPA-CGA, ainsi que d'un double titre MVP, MVP qui signifie Microsoft Most Valuable Professional. Et je suis donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, la seule MVP Excel au Québec et l'une des deux MVP Data Platform, notamment pour mes compétences en ce qui a trait à Power BI. Je suis la fondatrice d'une boîte qui s'appelle le CFO Masqué et nous sommes des experts en modélisation d'affaires avancées. Nous utilisons des outils tels qu'Excel, les Power Tools dont fait partie Power Query, Power BI, et nous faisons surtout de la consultation, formation et du coaching, ainsi que de la vente en ligne. Donc, vous pouvez retrouver à notre boutique notamment des formations e-learning et des outils. Et je suis également responsable du groupe d'usagers Montreal Modern Excel and Power BI. Alors, Power BI a une communauté d'usagers en ligne, mais il y a aussi différents groupes d'usagers physiques et je suis responsable du groupe d'usagers de Montréal. Alors, si ça vous intéresse, quand vous regarderez la présentation PowerPoint, la version PowerPoint en fait de la vidéo, vous pourrez cliquer sur le lien pour en savoir davantage. Le plan de présentation pour aujourd'hui est assez simple. Il touche aux meilleures pratiques d'affaires avec Power Query. Donc, ça signifie que vous connaissez déjà Power Query et que vous l'avez déjà utilisé. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande dans un premier temps d'aller plutôt télécharger la présentation et la vidéo du webinaire Power Query, Power Pivot et compagnie. Donc, vous avez le lien là, dans la présentation PowerPoint parce que autrement, vous risquez de moins bien comprendre la conférence d'aujourd'hui. Alors, on va simplement parler des prérequis. En fait, on va faire une introduction d'abord. On va ensuite parler des prérequis pour utiliser Power Query. Et ensuite, on va être vraiment dans l'optimisation, donc au niveau de l'importation des données, au niveau de la construction des requêtes et au niveau du chargement des données. On va conclure et je pourrai par la suite répondre à vos questions si vous les posez sur notre forum. Alors, en guise d'introduction, rappelons ce que permet de faire Power Query. Alors, Power Query, si vous avez Excel 2010-2013, c'est un add-in que vous pouvez ajouter à votre version d'Excel. Sinon, en 2016, c'est intégré au menu Données ou Data avec plus ou moins d'options selon votre version d'Excel 2016. Mais bref, Power Query vous permet d'importer des données de diverses sources, donc des fichiers, des bases de données sur le web, peu importe. Ça vous permet de transformer les données non structurées. Donc, pensez par exemple à des fichiers texte ou des fichiers CSV qui seraient dans des formats peu utilisables directement, notamment par Excel par exemple. Eh bien, vous pouvez les structurer. Et c'est donc un mini ETL, ETL qui signifie Extracting, Transforming and Loading Data. Et ça vous permet Power Query également de fusionner les diverses sources de données. Donc, vous pouvez les ajouter bout à bout ou les ajouter côte à côte notamment. Vous pouvez également utiliser le langage M pour créer des calculs qui seraient non disponibles dans les sources, mais que vous voulez faire à partir des sources. Vous pouvez programmer le rafraîchissement des données, donc pour aller toujours se lier aux données les plus récentes. Et une fois que vous utilisez Power Query, vous pouvez faire des analyses de vos données. En fait, avec Power Query, vous pouvez également utiliser Power Pivot et ensuite donc faire des analyses de vos données dans Excel ou Power BI. Alors, comment se procurer Power Query, dépendamment de votre version d'Excel? 2010-2013, comme je vous disais, il faut aller télécharger un add-in. En 2016, c'est inclus dans le menu Données, Data. Ça s'appelle Get and Transform. On l'appelle encore Power Query quand même. Et si vous voulez l'ensemble des fonctionnalités, il faut vraiment la version Office 365 Pro Plus, Office Professionnel Plus ou la version standalone. À ce moment-là, vous allez avoir toutes les options disponibles.
Alors, allons-y maintenant avec les prérequis. Alors, il y a des gens qui utilisent Power Query puis qui trouvent que c'est pas très performant. Donc, il faut comprendre un peu c'est quoi la quincaillerie requise. Quand vous avez la bonne quincaillerie, ça fonctionne vraiment très bien. Alors, notamment, vous devriez avoir un Windows 64 bits, Office 64 bits, idéalement encore un processeur 4 cœurs. Il faut vraiment avoir suffisamment de RAM de mémoire. Alors, ici, j'ai marqué au minimum 8 GB. C'est sûr, si vous en avez 16, c'est largement préférable et vous allez vraiment constater la différence. Et également, préférablement, un solid state drive. Alors, je vous ai mis une note ici, là, la mémoire virtuelle, c'est une combinaison de RAM et d'espace disque. Donc, il faut également avoir de l'espace disque. Et donc, c'est là qu'un solid state drive va beaucoup aider dans l'utilisation de Power Query. Euh, Notamment aussi dans les limites et les spécifications, la taille des données qui peuvent être analysées par l'engin est différente selon que vous utilisiez un 64 bits ou un 32 bits. Alors, la version 64 bits est beaucoup plus performante. Elle est limitée à la mémoire virtuelle disponible, tandis que le 32 bits est limité à environ 2 gigaoctets, un pour Excel, un pour Power Query. Alors, si pour toutes sortes de raisons, vous êtes obligé d'utiliser la version 32 bits, c'est possible en entreprise que vous ayez d'autres applications qui fonctionnent en 32 bits et qui vous empêchent de télécharger donc la version 64 bits. Vous allez ou vous avez peut-être déjà eu des messages d'erreur du type Excel running out of memory. Si c'est le cas, sachez que depuis juin 2016, pour les versions d'Excel 2013 et 2016, il y a quelque chose qui s'appelle le Large Address Aware Functionality. Je vous ai mis le lien, vous pourrez cliquer dessus à partir de la présentation PowerPoint. Si vous l'utilisez, ça va vous permettre d'utiliser le double de mémoire virtuelle sur un système 64 bits et 50% de plus sur un OS 32 bits. Alors, dépendamment de votre OS, s'il est 32 bits ou 64 bits, vous allez avoir plus vous pourrez utiliser plus de mémoire virtuelle. Mais dans les deux cas, là, que ce soit le double ou 50%, ça va être déjà beaucoup mieux et vous risquez de ne plus avoir le genre de message comme celui-là, là, Excel running out of memory. Alors, si vous avez la bonne quincaillerie, si vous avez le 64 bits ou le 32 bits avec le Large Address Aware Functionality, vous devriez ne pas rencontrer de problèmes de performance. Cela étant dit, on va parler tout au long de la présentation d'autres types de problèmes de performance, mais réglons la base pour le moment. Alors, il faut aussi comprendre la philosophie de base de Power Query. Quand on parle de Power Query, Power Pivot, on est entre la BI, en fait, on est en BI en libre service et éventuellement, on veut tendre vers la BI, ce qu'on appelle le Team BI ou ce que Microsoft appelle le Team BI. On n'est pas dans la BI corporative parce que c'est vraiment l'individu à partir de son fichier Excel qui va aller créer des requêtes pour aller chercher des données, modéliser les données en question. Cela dit, donc, quand vous avez, si vous êtes en fait abonné à Office 365, à Power BI, si vous avez créé une requête Power Query qui est intéressante et qui pourrait être utilisée par d'autres personnes dans votre entreprise, vous devriez la partager. Ça va éviter la duplication d'efforts, c'est-à-dire que chacun dans son coin recrée le bouton à 4 trous, et ça va aussi éviter la duplication de requêtes. Donc, de faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui l'a créée, cette requête-là, elle est bonne, au lieu simplement de la copier dans plein de fichiers Excel et de faire en sorte qu'au fil du temps, les évolutions de chacune de ces requêtes-là ne seront pas les mêmes, donc on n'arrivera pas au même résultat. On devrait plutôt avoir une seule requête qui est centralisée et s'y connecter. Alors ça, c'est possible. C'est une option qui est disponible à partir d'Excel. Ça exige que vous ayez un compte Power BI. Et je vous montre juste ici. Quand vous êtes dans votre fichier Excel et que vous avez créé une requête Power Query, avec le bouton droit, vous avez une option qui s'appelle Send to Data Catalog.
donc envoyer dans le catalogue de données. Et là, on va vous demander de vous connecter à Power BI et vous allez pouvoir enregistrer la requête dans le catalogue. Donc, vous allez pouvoir y donner un nom, une description. Si jamais vous voulez ajouter de la documentation, vous allez pouvoir mettre l'URL de la documentation. Et par la suite, quand vous allez, ici c'est dans la version 2016 d'Excel, donc si vous avez une version 2010-2013, ça peut être un peu différent, mais vous avez quelque part dans votre menu deux options, un qui s'appelle Data Catalog Search et une autre option qui s'appelle My Data Catalog Queries. Donc, dans le Data Catalog Search qui est ici à droite, ce sont toutes les requêtes qui ont été partagées avec vous, celles que vous avez créées et celles qui ont été partagées avec vous. Et vous pouvez, à partir d'un moteur de recherche, inscrire des mots qui ont trait aux requêtes que vous cherchez. Et quand vous trouvez la requête en question, ça peut être, ici c'est c'est moi-même qui l'ai créé, ça pourrait être quelqu'un d'autre dans votre équipe. Au lieu de recréer ou de copier la requête, vous l'utilisez. Donc, la personne qui l'a créé demeure l'auteur de la requête. C'est cette personne-là qui va faire les modifications. Donc, il y en a juste une requête, mais vous pouvez l'utiliser dans vos analyses aussi. Donc, avec le bouton droit, vous pourrez utiliser l'option Charger ou Charger dans. Et dans My Data Catalog Queries, bien, ce qui va apparaître là, ce sont toutes les requêtes que vous avez créées et que vous avez partagées dans le catalogue. Alors ça, c'est ce que vous avez créé et ici, c'est le catalogue où vous pouvez rechercher tout ce qui a été partagé avec vous. Alors, comme je vous disais, quand vous partagez une requête, vous en demeurez l'administrateur. Donc, quand vous faites des changements, ces changements-là sont disponibles à tous ceux qui utilisent la requête. Et ça, c'est vraiment la bonne façon de l'utiliser. Donc, le Power Query aussi, il faut comprendre qu'il fonctionne en mode Refresh All. Alors, ça veut dire qu'il réimporte, à chaque fois que vous cliquez sur Actualiser, il réimporte l'ensemble des données. Il n'y a pas de conservation d'historique. Ce n'est pas vraiment une base de données. C'est vraiment une connexion à des données. Et quand on clique sur Actualiser, ça rafraîchit l'ensemble des données. Alors, il y a certains clients souvent qui viennent me voir puis qui veulent carrément remplacer Access par Power Query. Il faut faire attention, il faut comprendre comment le Access est utilisé. Parce qu'il y a des choses, par exemple, souvent chez les comptables, ils veulent garder un historique des données, mais ces mêmes historiques-là vont changer dans le futur. Mais on ne veut pas que ça change dans l'analyse, on veut garder les premiers chiffres qui ont sorti, donc ceux qu'on a fournis la première fois. Ben, malheureusement, si on utilise Power Query va toujours faire un refresh all. Donc, si vos historiques ont changé, il va aller chercher les versions changées, modifiées. Alors, faites bien attention si votre intention est de transformer du Access en Power Query. Faites bien attention à la logique derrière. Posez-vous la question si vous avez besoin de conserver des historiques ou non. Ça répondra donc à la question en question. La question en question. Alors, ça vous donnera une idée si vous devriez ou non transférer cette portion-là dans Power Query ou non. Alors, maintenant, en question d'optimiser l'importation des données, c'est le sujet de notre prochaine section. Il y a plusieurs choses qui ont été dites sur le sujet. Moi, j'ai testé des choses, j'ai lu aussi beaucoup sur d'autres sites. Bref, il faudrait autant que possible ne pas dupliquer les informations de connexion et permettre de pointer facilement vers une nouvelle source de données. Donc, par exemple, vous êtes en train de faire une requête Power Query, vous pointez sur, on va dire, un fichier qui est à un endroit quelconque et éventuellement ce fichier-là change d'endroit, mais il faut pouvoir pointer facilement vers une nouvelle source de données. Alors, il y a plusieurs solutions possibles. Il y a changé, en fait, je vais aller ici, il y a la possibilité de changer la source à partir des paramètres dans Power Query. Donc, vous avez un paramètre qui s'appelle Data Source Setting. Vous allez voir à quoi sont liées vos différentes requêtes dans votre fichier. Donc, ici, j'ai un lien.
Je parle des requêtes dans Power Query. Donc, dans Power Query, ici, j'ai des requêtes qui vont chercher un fichier Excel. Donc, on voit le lien jusqu'au fichier Excel. Et j'ai une requête qui est attachée à un serveur SQL. Donc, je vois le nom du serveur, la base de données. Si jamais ça change, ben, je peux tout simplement utiliser le Change Source, changer la source et aller modifier l'information. Alors, c'est sûr que si ça passe d'un fichier au serveur ou d'un serveur au fichier, là, ça va être plus compliqué de le changer ici. Mais si ça passe d'un serveur à un serveur ou d'un fichier à un fichier, là, vous pourrez faire les modifications. En fait, ça, c'est ma solution numéro 1, celle qu'on vient de voir. Donc, vous avez dans votre menu données, dans Excel 2016, le Data Source Setting. Alors, c'est ce que je viens de vous montrer à partir de la présentation PowerPoint. Remarquez aussi que vous pouvez modifier les permissions accordées pour consulter les différentes sources de données. Alors, on va maintenant regarder la deuxième option. Alors, dans cette option, je vais vous montrer les requêtes. Il y a deux choses qui sont faites. Premièrement, il y a une requête qui va simplement aller chercher le nom du serveur. Donc, c'est un serveur SQL ici. Et une requête qui va simplement aller chercher le nom de la base de données. Alors, si je double-clique sur le nom du serveur, tout ce que c'est, vous voyez, c'est le nom comme tel, rien d'autre. Et même chose pour la base de données, c'est le nom de la base de données comme tel, rien d'autre. Et si je n'avais pas utilisé les deux paramètres ici, je serais allé chercher la table Fac Finance sur mon... En fait, je vais aller dans le code ici. Sur mon serveur, j'aurais eu quelque chose de hard-codé. Donc, je pointe sur mon serveur avec le nom du serveur ici. Je pointe sur la base de données avec le nom de la base de données ici. Mais c'est, excusez l'expression, mais c'est hard-codé. Donc, je ne peux pas le changer aisément. Et oui, et plus que ça aussi, si je fais une connexion sur la table Fact Finance et par après je fais une autre table, une autre table, une autre table, mais à chaque fois dans mon code, je recrée une requête sur le serveur. Donc, pour ne pas dupliquer tout ça, ce qui serait préférable de faire, c'est comme j'ai fait ici dans le deuxième cas, c'est d'aller remplacer le nom du serveur et le nom de la base de données qui était hard-codé par l'expression suivante qui va aller chercher le nom du serveur dans le paramètre et le nom de la base de données dans le paramètre. Alors, je n'ai pas à dupliquer l'information dans ce cas-là. Alors, ça, c'est la solution ici numéro 2. La solution numéro 3, très, très semblable. Je vais fermer mon fichier. Alors, dans la solution numéro 3, je vais afficher la requête. Ce que j'ai fait ici, c'est une connexion. Donc, au serveur, j'ai choisi une base de données et là, j'ai toutes les tables disponibles dans la base de données en question. Alors, ça, c'est une requête comme telle et je l'ai appelée SQL Server Database Connection. Et maintenant, donc, à partir de cette connexion-là, je pourrais aller choisir une table dans n'importe quelle des requêtes suivantes. Donc, par exemple, dans Fact Finance, si je vais voir dans le code, je suis allé chercher c'est quoi ma source. Bien, ma source, c'est la requête que je viens juste de vous montrer, SQL Server Database Connection. Et là, à partir de là, je choisis une table et je poursuis l'ensemble des étapes de ma requête. Alors ça me permettrait de pointer juste une seule fois sur la source et de créer plusieurs requêtes sur cette source-là. Alors ça, c'est ce qui est démontré ici. Ensuite, il y a la solution numéro 4, c'est d'inscrire les paramètres en question dans le fichier Excel. Alors, je m'explique. Vous avez la possibilité de mettre dans une table Excel par exemple, ici, le nom du serveur et le nom de la base de données, et donc éventuellement de le changer manuellement à partir d'ici. Et pour faire ça, en fait, si je n'avais pas fait ça, je vais aller voir dans ma requête, j'aurais eu mon Fact Finance comme je l'ai déjà montré dans les autres exemples, qui pointe directement sur le serveur, pointe directement sur une base de données
hard-codé. Mais maintenant, puisque j'ai les paramètres ici, je peux importer la table dans Power Query et définir, en fait, je vais vous l'ouvrir ici. Donc, j'importe la table de paramètres dans Power Query et ensuite, je vais aller creuser sur la donnée ici, desktop, ça c'est le nom de mon serveur, là. Et donc, je vais aller creuser dessus, drill down, et je vais la nommer SQL Server Instance Name, et je vais faire la même chose sur la base de données. Je vais l'appeler SQL Server Database Name, et donc, je vais pouvoir reprendre ma requête. Mais si je vais voir dans le code, vous voyez ici, j'ai défini la table Excel avec les paramètres. J'ai le nom du serveur, le nom de la base de données qui vont changer si l'usager change le tout dans le fichier Excel. Et par la suite, dans ma requête, je vais tout simplement utiliser le nom du serveur qui est défini dans la table de paramètres et le nom de la base de données qui est défini, encore une fois, dans la table de paramètres. Alors, ça aussi, pour changer la source éventuellement, ça peut être intéressant, bien qu'on va voir qu'il y a des limites à cette approche-là dans quelques instants. Alors, c'est la quatrième solution ici. Et il faut savoir aussi que si vous utilisez, il y a des gens qui utilisent Power Query, il y a des gens qui utilisent Power BI Desktop. Donc, dans Power BI Desktop, il y a une section qui ressemble beaucoup à Power Query, en fait, qui est pratiquement identique. Là-dedans, vous avez la possibilité de créer des paramètres maintenant. C'est assez récent. Donc, de la même façon que vous le faites dans un fichier Excel, comme je viens de vous montrer, mais évidemment, comme on est dans Power BI Desktop, on n'a pas accès à Excel. On le fait à partir d'une petite fenêtre d'options ici qui s'appelle Paramètres. Et on décrit donc, par exemple, le lien ici, c'est un lien vers un fichier et qu'on peut aller changer le paramètre éventuellement. Là, je déborde un peu du sujet, mais je voulais juste vous aviser que dans Power BI Desktop, c'est maintenant possible également de faire des paramètres comme on est capable de le faire dans une table dans Excel. Et une fois que c'est fait dans Power BI Desktop, on fonctionne de la même façon. Moi, j'avais défini un paramètre, je l'ai appelé répertoire fichier. Alors, ma source va aller pointer sur répertoire fichier tout simplement. Cela dit, on est en train de parler dans les derniers exemples de pointer sur un serveur, pointer sur une base de données. Il faut comprendre que quand Power Query se connecte à un serveur SQL, il se connecte à des tables entières. Et ensuite, dans notre requête, on fait des suppressions de colonnes, des fils sur des lignes et tout ça. À moins qu'on ait utilisé la solution numéro 2 où on peut aussi choisir la table, la solution numéro 2 que je vous ai montré plus tôt. Mais bref, il faut comprendre qu'on se connecte à toutes les données et qu'après ça, on fait des transformations pour alléger la source. Alors, ça se peut que les connexions parfois soient un peu moins performantes. Si jamais vous avez des problèmes de performance et que vous avez vraiment la bonne quincaillerie et tout, sachez qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Par exemple, il est possible à l'origine d'écrire un code M ou un script SQL pour importer des données d'un serveur SQL qui serait déjà un peu plus modélisé, donc par exemple qui aurait déjà moins de colonnes, moins de lignes, ou d'utiliser une table de paramètres comme je viens de le montrer. Mais si on fait ça, quand on a un problème de performance, quand on n'a pas de problème de performance, c'est correct, mais quand on a un problème de performance, il faut savoir que ça peut briser ce qu'on appelle le query folding. Alors, je vais vous parler du query folding dans un instant, mais gardez en tête que si vous avez des problèmes de performance et que vous allez chercher des données sur un serveur SQL à l'aide d'une requête en M, en SQL ou d'une table de paramètres, c'est possible que vous brisiez le query folding. Et il y a ça qui brise le query folding, mais il y a un paquet d'autres fonctionnalités, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités qui n'ont pas d'équivalent sur le système source, dans ce cas-ci, le serveur SQL. Alors, le query folding, finalement, c'est que c'est le serveur et non Excel, donc Power Query, qui exécute les transformations. Alors, on tire moins de jus dans le Power Query parce que c'est le serveur qui exécute les transformations. Alors, autant que possible, on ne veut pas briser le query folding parce que du moment qu'on le brise, c'est rendu Power Query qui fait les transformations et donc, s'il y a des problèmes de performance, ce n'est pas l'idéal.
Le query folding se produit selon les circonstances, les sources et les transformations impliquées et donc l'usager n'a pas vraiment de contrôle directement là-dessus. Et c'est donc facile pour un usager de briser le query folding sans le savoir et ça peut affecter la performance de la requête. Donc, il est préférable de construire des requêtes de sorte que toutes les actions qui peuvent bénéficier du query folding soient faites en premier, parce que dès que vous faites une action qui brise le query folding, tout le reste va se faire à partir de Power Query. La bonne nouvelle, c'est que depuis peu, on est capable de voir quand le query folding est brisé. Alors, quand vous allez dans vos étapes de transformation de données dans une requête, vous cliquez sur le bouton de droite sur une étape, vous allez voir View Native Query. Alors, vous allez, par exemple, dans ce cas-ci, ici, j'ai la requête native. Quand il y a une étape de transformation qui ne montre pas cette option-là, c'est-à-dire que l'option est grisée, ça veut dire que le query folding a été interrompu. Alors, par exemple, ici, je fais une requête SQL là, très simple. À partir, donc, je me connecte à partir de Power Query sur mon serveur, sur une base de données, et je fais une petite requête SQL. Quand je vais aller dans les étapes de transformation à la source, tout de suite ici, View Native Query, vous voyez, c'est grisé. Donc, le query folding a été brisé dès le départ. Et même chose, quand on a utilisé tantôt les tables de paramètres dans Excel, c'était ça ici, le code là, de Power Query, le code M dans Power Query. Alors, dans ce cas-ci, vous voyez paramètres, bouton de droit, le View Native Query est grisé. Donc, on a brisé le query folding là aussi. Alors, c'est pour ça que si vous avez des problèmes de performance, quand vous vous connectez à des données sur un serveur SQL, il est important de regarder que vous profitiez bien du query folding. Si vous vous branchez plutôt à des cubes tabulaires ou multidimensionnels, ben là, c'est plus simple parce que vous choisissez les colonnes puis les tables et les colonnes que vous voulez importer. Alors, il risque moins d'avoir de problèmes de performance. Si jamais vous avez des problèmes de performance à l'importation de données, il y a différentes options que vous pouvez utiliser. Donc, dans vos options Power Query, ça, c'est une image qui date un peu parce qu'il y a plus d'options que ça aujourd'hui. Mais vous avez notamment le Fast Data Load. Donc, ça permet, si vous le cochez, la case, ça permet de charger les données plus rapidement. Mais quand vous faites ça, ça se peut qu'Excel soit hors d'usage pendant toute la période où où vous allez actualiser vos requêtes. Vous avez aussi le Fast Combine. En fait, ça, c'est seulement si vos données ne sont pas confidentielles. Vous pourriez cliquer sur ignorer the privacy levels, donc ignorer la confidentialité. Ça va aller plus vite. Mais évidemment, si vous travaillez avec des données confidentielles, vous ne voudrez pas utiliser cette option-là. Donc, à vous de voir. Il y a aussi une option de cache où vous pouvez mettre plus ou moins de meg à ce niveau-là. Donc, il faut savoir que plus de mémoire permet de présenter plus rapidement les résultats du query preview. Donc, ce que vous avez comme mode preview, étant donné que l'info est conservée sur le disque. Et vous avez une autre option qui s'appelle activer l'actualisation en arrière-plan ou Enable Background. Et si vous décochez cette case, bien, vous pouvez potentiellement réduire le temps de rafraîchissement des requêtes. Mais en même temps, encore une fois, vous ne serez pas capable de travailler dans Excel pendant le rafraîchissement. Maintenant, on va aller à la section concernant l'optimisation des requêtes comme telles. Alors, quand vous créez une requête dans Power Query, donc vous faites des étapes de transformation, vous devriez toujours penser à ce qui peut survenir dans l'avenir et préparer vos requêtes en fonction de l'avenir pour empêcher certains problèmes. Par exemple, Ken Pauls, qui traite souvent de Power Query sur son blog, lui, il propose d'utiliser le pipe ici lorsque vient le temps de fusionner des colonnes qui vont devoir, dans la requête, être séparées de nouveau par la suite.
Parce que, tu sais, au lieu d'utiliser par exemple une virgule ou un espace ou un tiret, parce que le pipe, c'est rarement utilisé dans les données sources. Donc, il est peu probable qu'on sépare des données qui ne devraient pas être séparées si on utilise quelque chose comme ça. D'autres fonctionnalités, par exemple, qui vont vous porter à réfléchir, pardon, vous avez des options comme Remove Columns et Remove Other Columns. Donc, supprimer les colonnes ou supprimer les autres colonnes. Alors, soit vous, par exemple, vous avez 3 colonnes A, B, C, vous voulez conserver, vous ne voulez que conserver A. Alors, vous devriez cliquer sur A et faire Remove Other Columns. Parce que si par la suite, on ajoute une colonne D, une colonne E, votre requête va encore fonctionner, vous allez avoir juste A. Mais si ce que vous voulez faire quand vous avez les colonnes A, B, C, c'est ne pas conserver B et C, alors là, vous devriez plutôt dire supprimer les colonnes B et C. Alors, pensez toujours, est-ce que vous voulez supprimer la colonne ou garder certaines colonnes? Donc ça, ça vaut la peine de le réfléchir à l'avance si vous ne voulez pas que votre requête brise dans le futur. Le même concept est disponible avec unpivot columns, unpivot other columns. Donc, pensez-y à l'avance à ce qui pourrait survenir. Un exemple de ça, c'est que vous avez une fonctionnalité, par exemple, Excel.currentWorkbook. Je vais vous montrer dans un instant. Il faut faire attention parce que la requête Excel.currentWorkbook va aussi aller chercher la table de résultats dans la liste. Alors, je vous montre ici. Donc, dans mon fichier, j'ai 3 mois, janvier 2014, février 2014, mars 2014. Je vais juste aller dans ma requête. Et je fais une requête qui va aller fusionner, donc toute cette requête-là va aller fusionner les tables, en fait les onglets, pardon, de mon fichier Excel. À la toute fin, je mets le résultat dans un onglet. Et vous voyez donc, il y a maintenant 4 tables avec le résultat. Évidemment, quand j'ai fait ma requête au début, la ligne 4 ici n'existait pas parce que la ligne 4, si je vais dans mon fichier, c'est la table ici de résultat de ma requête. Alors, la première fois que j'ai fait la requête, cette table-là n'existait pas. Et évidemment, si je la laisse là, bien, dans ma requête, je vais toujours avoir le double des données parce que Current Workbook, cette table-là, c'est la fusion de janvier, février et mars. Alors, dans ma table, je vais avoir, si je m'arrête ici, je vais avoir 2 fois chacune des données. Alors, pour éviter ça, je vais faire en sorte, par exemple, ici, j'ai fait un split column, je vais faire en sorte, dans ma requête, de ne pas retenir cette dernière ligne-là. Alors, dépendamment des données que j'ai, ce sera une façon de faire différente. Moi, dans ce cas-ci, comme mes noms d'onglets sont structurés de la même façon, je suis allée sur le nom d'onglet, m'assurer qu'ici, dans la dernière colonne, il y avait la possibilité d'inscrire une date. Donc, à partir du chiffre en question, là, si vous regardez ici, janvier 2014, j'ai ajouté un 1 pour avoir un 1 pour créer une date. J'ai mis des dates et j'ai changé en type date. Ça m'a donné une erreur. J'ai supprimé la ligne avec l'erreur. Alors, ça, je suis sûre et certain que ça ne brisera jamais ma requête. Même si j'affiche le résultat dans un onglet, ça va fusionner ces 3 onglets-là et ça va laisser tomber l'onglet de résultats. Alors, c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut penser à l'avenir et construire notre requête en conséquence pour éviter des problèmes dans l'avenir. Dans le cas du Excel Current Workbook, plus précisément, il faut savoir que la fonction Excel Workbook Content, celle-là n'est pas récursive, mais ça va chercher les feuilles, les plages de données, les tables. Donc, vous avez exactement le même genre de situation et vous devez agir en conséquence dans votre requête. À la fin d'une liste d'actions, d'une liste de transformation dans Power Query, vous devriez toujours terminer en ajoutant le bon type de données. Donc, chaque colonne devrait avoir le bon data type. Et vous allez voir, il y a un type de données. En fait, Power Query s'est beaucoup amélioré à cet égard-là dans les dernières versions. Au début, c'était un peu plus difficile. Mais vous avez un type de données qui s'appelle any. Donc, en français, ça a été traduit par n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi, mais bref.
Et quand vous avez ce type de données-là, ça veut dire que Power Query, lui, n'a pas été capable d'associer un type de données à vos données et que vous n'en avez pas attribué. Et ça peut causer un paquet de problèmes. Alors, any, comme je vous dis, c'est quand Power Query ne sait pas de quel type de données il s'agit. Alors, ça peut prendre diverses formes quand c'est téléchargé dans Excel ou Power Pivot ou référé, par exemple, par une autre requête. Et il y a certaines fonctions Power Query, par exemple, comme Replace Values, qui ne fonctionneront pas correctement si vous n'avez pas le bon type de données. Et si vous utilisez des fonctionnalités comme le Append, par exemple, donc fusionner des tables bout à bout, ben, quand les deux tables n'ont pas le même type de données, en fait les colonnes à fusionner, ben, on va obtenir une colonne de données any ou n'importe quoi, et donc la fusion ne se fera pas correctement. Alors, vous voyez que ça peut entraîner toutes sortes de problèmes. Chaque fois qu'il y a un problème dans une requête, c'est la première chose que je regarde, c'est les formats, les data types, là, des formats de données et les types de données. Et donc, vous devriez toujours assigner un type de données en guise de dernière étape d'une requête. Ça va vous éviter des problèmes éventuellement. Faites attention aussi au format de date comme tel. Vous avez, par exemple, ici, vous avez une date qui est écrite année, mois, jour. Et ici, vous avez année, en fait, année, je dis n'importe quoi, là, le 13. Donc, année, mois, jour. Et ici, vous avez année, jour, mois. Donc, il faut juste faire attention parce que ces deux colonnes, évidemment, qui n'ont pas le même format de date. Et vous pouvez pour ça aller cliquer avec votre bouton de droite sur la colonne de données en question et changer le type en utilisant ce qu'on appelle le localé, et fixer le bon type de date. Alors ici, par exemple, ça c'est English United Kingdom. Ça a l'air que c'est comme ça qu'ils lisent les dates là-bas. Alors, faut aller choisir le bon type de date. Non, pas juste le format date, mais le bon type de date pour que Power Query puisse le lire correctement. Parce qu'éventuellement, s'il y a le 17 puis le 13, il essaie de chercher le mois 17 puis il essaie de chercher le mois 13, bien évidemment, il va avoir des erreurs. Alors, on veut éviter ce genre d'erreur-là et bien préciser à Power Query que dans ce cas-ci, ben, c'est le mois qui est en dernière place et le jour qui est au centre. Alors ça aussi, c'est important. Au niveau des dates, là, c'est assez sensible. Évidemment, pour optimiser les requêtes, vous pouvez aussi créer des fonctions, donc des fonctions qui peuvent être réutilisées. Qu'est-ce que je veux dire par fonction? Je vais vous en montrer une rapidement, très, très, très simple. Création de fonction. Alors, si vous ne l'avez jamais fait dans Power Query, quand vous créez une fonction, vous allez voir, c'est défini ici par fx plutôt que par une table. Et si je vais voir dans la fonction, pardon, vous voyez que j'ai mis une fonction qui s'appelle, en fait, il y a deux paramètres, x, y, et qui fait la multiplication de x par y. Qu'est-ce qui définit une fonction? C'est le symbole ici à l'intérieur, égal, plus grand. C'est ce qui définit la fonction. Et ici, je peux la tester. Je vais faire 10, 2, invoquer la fonction. Bien, ça va me donner 20. OK? Donc, j'ai ici fait un test de cette fonction-là. Je ne le garderai pas. Mais ça me permet aussi d'utiliser dans mes... Je vais juste regarder c'est où que je l'ai utilisé, c'est ici. Dans mes requêtes, ça me permet d'utiliser la fonction. Donc ici, je suis allée chercher une table. Donc je pars de la table ici, j'ai le prix unitaire et j'ai le nombre d'unités vendues, mais je n'ai pas les ventes totales. En supposant que je veux ajouter la colonne vente totale, évidemment, je pourrais juste ajouter une colonne personnalisée et faire la multiplication des deux, mais en supposant que ma fonction est beaucoup plus compliquée qu'une multiplication, je peux ajouter une colonne. Et au lieu de faire la multiplication ici ou toute la fonction ici, je vais simplement appeler ma fonction qui s'appelle multiplication, qui avait deux paramètres, x et y, et je vais aller choisir donc
à quoi correspond le X dans mes titres de colonne et à quoi correspond le Y. Et donc, vous voyez que ça va faire la multiplication des unités vendues par le prix unitaire. Alors, vous voyez ma requête, ma fonction ici. Ici, je l'ai invoquée juste pour m'assurer qu'elle fonctionnait comme il faut. Et dans ma table ici, je l'ai utilisé, ma fonction, pour créer une colonne calculée. Alors, encore une fois, si c'est juste une multiplication, ça ne vaut pas la peine de faire une fonction pour ça. Mais si c'était une fonction plus compliquée, là, ça pourrait être intéressant. Alors, créez-vous des fonctions qui pourront être réutilisées le cas échéant. Sachez aussi, si vous avez notamment des problèmes de performance, qu'il y a possibilité d'utiliser la fonction buffer, comme vous le voyez ici, list.buffer. Ça va enregistrer en mémoire les résultats d'une opération. Donc, au lieu de recalculer à chaque fois, ça peut aider, là, surtout si vous êtes en pleine création de requêtes et vous ne voulez pas attendre le calcul de chacune des étapes. Mais attention, là aussi, le query folding va se briser si vous utilisez buffer. Ensuite, il y a évidemment, c'est plus simple si vous écrivez un texte de façon structurée. Je le dis, je le fais rarement. Donc, mais évidemment, si quelqu'un d'autre a utilisé votre code éventuellement, une structure comme celle-ci est plus facile à lire que simplement des lignes bout à bout. Donc, plus facile à lire, plus facile à déboguer. Vous pouvez aussi renommer vos étapes de transformation et ça va alléger beaucoup votre code. Par exemple, ici, si je ne les renomme pas, par défaut, mon nom d'étape de transformation, c'est split column by delimiter. Et comme il y a des espaces, il me le met entre guillemets avec un dièse ici à l'avant. C'est pas mal plus simple quand ça s'appelle juste source. Alors, allez-y et renommez vos étapes de transformation si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Surtout que, par exemple, ici, le split column par délimiter, by delimiter, il est réutilisé évidemment dans la ligne de transformation suivante, puisqu'elle réfère à la ligne précédente. Donc, ça peut alléger beaucoup quand vous renommez et donnez des noms simples, mais descriptifs à vos étapes de transformation. Ensuite, évidemment, les noms de vos tables devraient avoir des noms significatifs. Donc, vos tables comme telles, celles que vous importez dans Power Query devraient avoir des noms significatifs. C'est plus facile dans ce cas-là. Mais vous n'avez pas à les renommer non plus dans Power Query quand c'est fait comme ça. Et une autre chose, c'est que vous pouvez aussi créer des requêtes intermédiaires. Alors, quand vous créez des requêtes intermédiaires, puis vous cliquez sur Only Create Connection, donc vous ne chargez pas la requête ni dans Excel ni dans Power Pivot, vous faites un Connection Only. Alors à ce moment-là, les données sont chargées seulement lorsqu'il y a une requête lorsqu'une requête qui s'y attache est rafraîchie. Donc ça va optimiser beaucoup la mémoire et ça n'a pas d'impact sur la taille du fichier comme tel, mais ça va optimiser la mémoire. Alors vous pouvez créer des requêtes intermédiaires. Et par la suite, vous créez simplement une référence à la requête intermédiaire. Alors, ça peut être intéressant, surtout s'il y a une table à partir de laquelle vous allez travailler de différentes façons pour avoir des résultats différents. Bien, allez importer la table, faites les transformations de base, importez-la en connexion seulement, puis référez-vous-y pour les transformations supplémentaires. Aussi, vous avez des dossiers. Alors, vous pouvez créer des dossiers. Par exemple, ici, j'ai toute ma section importation et manipulation. Ensuite, les exportations, les autres requêtes. Bref, vous pouvez organiser les choses correctement à partir des dossiers pour que ce soit plus clair, surtout si quelqu'un d'autre doit utiliser vos requêtes éventuellement. Vous voyez ici, dans mes importations, c'est toutes des connection only. Et finalement, j'utilise dans ce qui va être exporté dans mon Power Pivot plus tard, je charge les données, mais toutes les étapes précédentes ici sont des connection only. Donc, c'est plus facile à naviguer quand c'est regroupé par catégorie. Ensuite, pour le rafraîchissement des requêtes dans un ordre déterminé, pour faire ça, vous pouvez utiliser le VBA.
Et vous pouvez aussi utiliser quelque chose qui s'appelle le Power Planner. Donc, si vous cherchez dans Google Power Planner, vous allez voir, c'est un outil qui est possible d'acheter. Sinon, vous pouvez utiliser le VBA. Sinon, quand vous faites actualiser, ben, ça ne va pas mettre à jour dans un ordre déterminé. Au niveau des chargements de données, il y a des erreurs à ne pas faire. Des fois, je vois les gens charger les données à la fois dans la table Excel, dans une table Excel et à la fois dans le modèle de données. Je ne le recommande pas de le faire, d'abord et avant tout parce que ça augmente la taille du fichier considérablement. Alors, vous perdez l'avantage de mettre tout ça dans le modèle de données qui est compressé, dont les données sont compressées et qui est donc performant. Et ça duplique aussi les champs disponibles pour les tableaux croisés dynamiques. Donc, si vous les mettez aux deux endroits, vous allez ensuite dans Excel, vous créez un tableau croisé dynamique, vous allez voir chaque source de données deux fois. Et ça va devenir un peu difficile de suivre. Alors, pour ces deux raisons-là, ne jamais charger les données dans les deux aux deux endroits. Tant que c'est possible dans le modèle de données, je vous dirais aller le mettre dans le modèle de données. Et pour 2010-2013, il y a une possibilité de corrompre le modèle de données quand les données proviennent de Power Query. Donc, si vous utilisez Power Query et Power Pivot, ça ne se parle pas très, très bien. Donc, vous pouvez corrompre le modèle simplement en renommant une table qui vient de Power Query, mais vous la renommez dans Power Pivot. Et vous n'avez pas de message à ce moment-là. En 2016, vous avez un message qui vous dit de le faire dans Power Query. Donc, vous ne vous rendez pas compte tout de suite en 2010-2013 qu'il y a un problème. Éventuellement, suite à une action quelconque, vous allez avoir un message d'erreur. Alors, ça, c'est très choquant. Et vous allez pouvoir vérifier que votre modèle est bien endommagé en allant dans le chemin ici, là, Excel, Data Connections, choisir la requête Properties. Et là, vous allez avoir quelque chose qui va dire Some properties cannot be changed because this connection was modified using Power Pivot add-in. Bref, vous allez être dans l'impossibilité d'actualiser votre modèle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rétablir tout ça? C'est très triste, mais il va falloir que vous supprimiez la table en question dans Power Pivot. Donc, si vous aviez fait beaucoup de mesures et de colonnes calculées, il va falloir les supprimer. Et vous allez les perdre donc, et vous allez devoir reconstruire la table, les mesures, les colonnes calculées et les relations entre les tables, le cas échéant. Alors, ça, c'est très triste. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas éviter la problématique? Bien, c'est les actions suivantes. Vous ne devriez jamais changer le nom d'une table qui provient de Power Query dans Power Pivot. Vous ne devriez jamais renommer une colonne importée de Power Query dans Power Pivot. Et vous ne devriez jamais supprimer une colonne importée de Power Query dans Power Pivot. Autrement dit, les changements que vous voulez faire aux données qui proviennent de Power Query, vous devriez les faire dans Power Query et non dans Power Pivot. Power Pivot va être là juste pour ajouter des informations, des transformations, etc. Donc, sinon, ben, si vous avez le problème en question, vous allez voir, vous allez avoir un message not refreshing Power Pivot ou quelque chose comme ça. Alors, faites bien attention. Je vous recommande de toute façon d'utiliser 2016, ça va mieux. Alors, évidemment, ce qui peut être fait sans problème, c'est tout le reste. Là. Ajouter, modifier, supprimer des colonnes calculées directement dans Power Pivot. Ajouter, modifier, supprimer des relations dans Power Pivot. Ajouter, modifier des mesures dans Power Pivot. Et faire finalement quelques modifications, que ce soit dans la table dans Power Query. Alors, si les tables proviennent de Power Query, vous faites toutes les transformations dans des tables dans Power Query et tout le reste, vous pouvez le faire dans Power Pivot. Alors, voilà qui conclut cette présentation. Si vous avez envie d'apprendre Power Query, sachez que nous offrons des formations. Donc, on a une formation qui s'appelle Excel Power Tools. Ça traite de Power Query, Power Pivot, Power View et Power Map. Donc, c'est une formation complète. Vous l'avez la version en ligne. Donc, si vous voulez faire ça par vous-même en écoutant les vidéos et tout, vous avez une version en classe. Et vous pouvez également avoir en entreprise pour un groupe d'individus en entreprise. S'il y a simplement le module Power Query qui vous intéresse, vous pouvez aussi vous procurer en ligne seulement ce module-là. Et je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le groupe d'usagers Montreal Modern Excel and Power BI.
Et notre prochain webinaire va porter sur les meilleures pratiques d'affaires avec Power Pivot, si ça vous intéresse. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien pour vous inscrire. Et si vous avez des questions, je vous invite à aller sur notre site web, le cfomasqué.com. Donc, à la suite de l'article qui contient la présentation PowerPoint et la vidéo, vous pouvez poser vos questions dans la section des commentaires ou vous pouvez également utiliser notre forum. Alors, j'espère que vous avez apprécié et on se revoit au prochain webinaire qui porte sur Power Pivot.